19. Bon. Salut Une tout le petite minute. monde. Bonjour à tout le monde. Salut, salut. Donc nous Tout le sommes monde est là. bien. Non, pour Je l'instant, livre. tu, ça arrive. On arrive maintenant en direct sur le groupe Endocorp pour faire un live sur les FODMAP. Notre ami Fabien nous expliquera avec beaucoup d'attention, de sérieux, de rigueur, ce que c'est un FODMAP, des FODMAP. Du coup, on vous attend un petit peu. Faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là, pour nous dire que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas trop d'écho. Allez, fais coucou à tout le monde, Fabien, qu'on entende s'il y a un écho, un retour ou des choses comme ça. Bon, je pense qu'avec nos oreillettes, ça devrait le faire cette fois-ci. Tout à fait. Alors, on va essayer de tenir dans l'heure, hein. C'est pas gagné parce que Fabien Non, est promis, une cette fois, je piquette. fais quelques efforts, mais je vais essayer de faire court. Est-ce que vous pourriez nous dire que si vous nous entendez bien, les filles? Faites-nous un petit signe, mettez-nous un petit commentaire et puis on va pas tarder à commencer, histoire qu'on sache si vous nous entendez. Salut tout le monde. Ok, on commence à avoir des vues. Bonjour tout le monde. Salut Mélie. Alors, nous allons donc commencer à vous parler de ce qu'est la problématique de l'endométriose avec les FODMAP. Pour ce faire, nous accueillons ce soir dans mon salon et dans le vôtre, du coup, notre ami Fabien Piasco, auteur émérite du livre Alimentation et anti-endométriose, dont le livre a la vertu de recenser un peu les études scientifiques autour de l'alimentation. Voilà, tout à Merci fait. de nous confirmer, nous entendre. Et dont l'intérêt en fait est de pouvoir en fait avoir un dialogue équilibré avec nos praticiens, qui soient médecins de toute forme de spécialité, que ce soit avec des spécialistes de l'endométriose, que ce soit avec des naturopathes, que ce soit avec des diètes nutri. Quand on décide de changer d'alimentation et qu'on souhaite se faire accompagner par son médecin qui va donc s'assurer par le biais de bilan dont il nous a fait part dans le cadre du live sur la micronutrition, que ce soit avec nos naturopathes, qui eux connaissent le régime anti-inflammatoire pour le coup, mais les diététiciens et nutritionnistes parfois sont beaucoup moins formés ou beaucoup moins informés sur le sujet, ou avec les divers médecins qui eux n'en ont pour ainsi dire jamais entendu parler, savoir qu'on n'est pas folle. Certes, on fait des choix alimentaires qui peuvent paraître extrémistes, mais en attendant, il y a des fondements scientifiques à ce que la nature, par le biais de la naturopathie, la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise, pratique depuis des lustres, en fait. Voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais donc laisser la parole à notre ami Fabien, qui va donc commencer par nous présenter tout le toutine. D'accord. Bon, alors, les FODMAP, bon, je pense que beaucoup parmi vous savent ce que c'est plus ou moins, mais je vais expliquer ce que c'est et quel intérêt. Mm -hmm. Donc, euh, Donc, depuis quelques années, on parle beaucoup des FODMAP pour l'endométriose, puisqu'il y a eu une étude sur le sujet. Généralement, alors, les FODMAP, en tout premier lieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme en anglais. F, c'est fermentable, ça veut dire fermentescible en français. O, oligosaccharides. D, disaccharides. M, monosaccharides. A, c'est and en anglais. Et P, c'est polyol. Euh, donc les oligosaccharides, c'est des sucres, une sorte de chaîne de sucre qui n'est pas aussi longue qu'un amidon. C'est une chaîne, une sorte comment dire, une chaîne moyenne ou une chaîne courte de sucre qu'on Mm -hmm. retrouve. C'est des sucres qu'on retrouve, par exemple, dans les légumes secs, dans toutes sortes de trucs. Euh, des disaccharides, c'est le saccharose, c'est les sucres doubles, disaccharides, deux sucres, voilà. Disaccharides, donc le saccharose, le maltose,
Saccharose, c'est glucose, fructose. Le maltose, c'est glucose, glucose. Et le lactose, c'est glucose, galactose. Donc, c'est deux petits sucres qui sont attachés. Ça, ce sont des disaccharides. Ensuite, les monosaccharides, c'est le glucose et le fructose. Et les polyols, c'est chimiquement, biochimiquement, ce sont des sucres-alcools. Vous connaissez probablement ça, c'est ce qu'on met dans les pastilles sans sucre, les bonbons sans sucre. Euh, voilà. Euh, qui sont utilisés comme édulcorants de charge dans les bonbons sans sucre, dans les pastilles sans sucre. Ça n'a rien à voir avec l'aspartame ou l'acésulfame ou le sucralose, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment la matière qui peut composer une pastille sans sucre, par exemple. Et il n'y a pas que dans les produits industriels comme ça, hein, il y en a aussi dans les fruits, par exemple dans les pruneaux, dans toutes sortes de trucs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font en somme, ces sucres? Eh bien, en fait, ils vont fermenter dans l'intestin. Alors, parce qu'ils sont mal absorbés, voilà, parce qu'on n'a pas les enzymes pour les détacher, ou parce qu'on n'a pas la bonne capacité enzymatique pour le faire, soit puis des problèmes de transporteur d'intolérance au fructose, par exemple, etc. En tout cas, au lieu d'être parfaitement démantelés en petits morceaux, absorbés par l'intestin pour arriver dans le sang, ces sucres restent dans l'intestin, où ils vont être fermentés par la flore, et aussi ils peuvent attirer l'eau, faire des mouvements d'eau dans l'intestin. Donc en fait, on va avoir une sorte de rétention d'air et d'eau éventuellement dans l'intestin, ce qui va faire gonfler le ventre. Et c'est un Donc, problème parce que en clair, en vulgarisant le discours, hein, alors je vais essayer de reprendre. On avait fait un live aussi sur le sucre, toujours accessible depuis la chaîne YouTube. Je vais mettre micronutrition parce que j'ai repris le boulot, j'ai pas eu le temps de voir le jour, donc je vais mettre micronutrition sur le YouTube aussi pour que ça puisse être plus facilement partagé et partageable. Et on avait donc fait un live sur les sucres où tu parlais un petit peu de tous les sucres dont tu viens d'évoquer, si ce n'est ceux sur les bonbons. Là, t'en avais pas forcément parlé, mais je pense que c'est parce que c'est inclus dans les aliments en fait. Hormis les bonbons, c'est inclus dans les aliments bruts. après, Et oui, je vais te dire après. Vas-y, je te coupe. et enfin, pour ce qui est du ballonnement et de la fermentation, en gros, c'est ce qui fait que votre bide il gargouille, il est gros, il gargouille et que vous n'arrivez pas de péter. Au-delà de l'inflammation, qui est un problème, parce que n'oubliez pas que l'endométriose est une maladie chronique, inflammatoire et décidivante et dégénérative qui appelle plein de potes. Donc en général, on a rarement que de l'endo. Et en plus, au niveau de l'alimentation, comme on a le bide en inflammation, parce que bon, l'utérus, les ovaires, c'est dans le ventre, hein, c'est pas dans les trous de nez. Du coup, cette partie déjà étant sensible, si en plus derrière, vous avez, pour les raisons qu'il va vous expliquer plus tard, les trucs qu'on a du mal à mal absorber, tout ça, si en plus derrière, vous mettez des trucs qui fermentent, laisse tomber, t'es une usine à gaz. Voilà. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, la plupart des femmes qui ont l'endométriose ont également un syndrome de l'intestin irritable, alors qui peut être chez certaines avec de la constipation, d'autres avec de la diarrhée, d'autres avec alternance des deux, bien souvent beaucoup de ballonnements. Et en fait, De qu'est-ce qui paix. se passe? Voilà, exactement. Et la distension abdominale va créer de la douleur. Ça a un effet nociceptif, c'est-à-dire que ça va créer des douleurs. Faut pas confondre l'inflammation et la douleur, c'est deux choses qui sont très différentes. Mm. Alors ça peut être lié, des fois pas totalement. Voilà. Alors il y en a certaines qui, on peut trouver un lien entre la, comment dire, le fait que les intestins sont étirés, distendus par les ballonnements et l'inflammation, puisque si l'intestin est déjà inflammatoire, qu'il est déjà irrité, le fait qu'il soit distendu, c'est encore pire vis-à-vis de l'inflammation. Vis-à-vis de l'hyperperméabilité, c'est probablement pire aussi. Et Je comprends pas la hyperperméabilité, c'est-à-dire que parce que tu es imperméable et qu'en plus, avec les gaz, ça distance, c'est pire, c'est ça? ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ça pourrait être Donc en pire gros, si tu ça as ouvre déjà. les trous, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et en plus, il y a aussi autre chose qui peut se passer, c'est celles qui ont des lésions sur l'intestin. Si l'intestin bouge, se distend, grossit, etc., ça tire sur les lésions, des adhérences,
ça peut occasionner des douleurs. Si ça a tendance comment dire, à titiller des lésions, on peut imaginer que ça les rend plus inflammatoires. Ou bien celles qui ont une atteinte sur un nerf quelque part, peut-être que cet étirement des intestins peut aussi majorer les douleurs neuropathiques. Enfin voilà. Et Donc, encore donc pour en gros, vulgariser, attends, je vulgarise. ouais, Si vous avez des lésions sur l'intestin ou autre, imaginez un ballon de baudruche sur lequel vous mettez un morceau de scotch et puis vous le gonflez. voilà, en gros c'est ça. Ça va tirer, ça va faire mal. Il y a la douleur, il peut y avoir l'inflammation. Euh, il pourrait y avoir que la douleur sans inflammation, ça c'est possible. Une personne qui a beaucoup de ballonnements, qui a mal au ventre, ne va pas forcément avoir une grosse inflammation intestinale. Mais bon, Ouais, ça souvent, fait comme des crises de colopathie, en fait, comme des coliques, en fait, hein. Ça fait un peu ça. ouais, C'est... voilà, en fait, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir les spasmes qui sont Mm. douloureux. Là, c'est vraiment autre chose. Il peut y avoir les spasmes, la douleur et l'inflammation qui sont des choses différentes. Mais en D'accord. gros, Donc, les spasmes peuvent être liés au FODMAP, indépendamment de tout ce qu'on connaît avec l'endo, les oui, contractions et parce que autres. quand il y a fermentation, il peut y avoir des spasmes associés. Généralement, Voilà. quand il n'y a pas de distension abdominale, tu as moins de chances d'avoir des spasmes. Donc, du coup, si cette alimentation qui vise à avoir moins de gaz est devenue populaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de troubles, de troubles digestifs dans l'endométriose. Et du coup, ça a été testé dans une étude. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont fait dans cette étude. Il y a eu 160 femmes qui ont été prises dans cette étude. Toutes n'avaient pas de l'endométriose. Certaines avaient de l'endométriose. Et ils ont regardé les différences entre celles qui avaient l'endométriose et celles qui n'en avaient pas, et l'action d'un régime pauvre en FODMAP. Après, je vous expliquerai comment il faut faire. Donc, D'accord. chez les femmes qui avaient l'endométriose, 72% d'entre elles, pas la totalité, 72% d'entre elles ont signalé une diminution de 50% de leurs troubles digestifs. Donc, ce n'est pas une action à 100%, elles ne sont pas soulagées à 100%. Déjà, ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu une amélioration de leurs problèmes digestifs, de leurs douleurs digestives, 72% seulement. Et dans ces 72%, elles ont noté leurs problèmes divisés par deux, on va dire. Voilà. Pas réduit à zéro, hein, mais divisé par deux. En gros, leur trouble digestif de moitié, chez 72% d'entre elles. Donc ça, c'est J'aurais juste une une étude. question, histoire de, Ouais. de, de contextualiser un peu plus. Est-ce que ces femmes-là suivent un régime dit anti-inflammatoire ou juste sans les FODMAP? Non, 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 c'est uniquement basé sur les D'accord. FODMAP. Après, faudrait que je peux te trouver la totalité de l'étude avec. Des fois, ils rapportent pas tout, hein. Ils vont pas te mettre tous les aliments, mais puisqu'en Non, mais ils normalement, se sont ils ont fait concentrés surtout sur les FODMAP, quoi. Oui, exactement. C'était basé D'accord. là-dessus. Euh, Puisque généralement, il y a un suivi qui se fait. Les gens partent avec les consignes, ils suivent les consignes. Voilà. Mhm. C'est différent d'une étude où on fait avaler une capsule ou quelque chose comme ça. Là, il y a comment dire, un suivi. On leur explique comment faire, etc. Mais c'est un peu différent. Donc, c'est pas fiable à 100% non plus. T'avais un peu expliqué ce type de méthodo dans le live soja. Voilà. Il y a Tu vois, plein t'es de un types bon prof. d'études différents. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc généralement, ça soulage bien vis-à-vis de ces troubles digestifs sur le plan de la douleur, des gonflements, des gaz, etc. D'accord. Puisque comme on ne donne pas des choses qui fermentent à la flore, bah, ça se calme. Et donc moins de Donc le gaz, le ballon de ventre plus baudruche plat, ne gonfle pas. etc., etc. Euh, Après, comment on fait pour faire un régime faible en FODMAP? Mhm. Déjà, ce n'est pas des aliments qui en contiennent ou qui en contiennent pas, vu que ce sont des sucres. euh, Tous les végétaux vont avoir ces sucres-là, plus ou moins en fait, hein. Il n'y a pas d'aliment où il n'y en a pas du tout, où il y en a énormément. Enfin, il y en a plus ou moins. Donc, il y a des classements. Vous pouvez trouver des listes sur Internet, toutes sortes de trucs. D'ailleurs, des listes qui diffèrent un peu suivant qui les a fait. Bah, Ça j'imagine. peut être des fois un petit peu incohérent. Donc, c'est des listes où on classe les aliments riches en FODMAP ou pauvres en FODMAP.
Et la base de ce régime, c'est pendant 4 semaines d'enlever tous les aliments riches en FODMAP. Alors, ça va faire enlever tous les légumes secs, par exemple. Ça va faire enlever tous les choux, par exemple. Ça va faire enlever certains fruits qui sont trop riches en fructose, par exemple. Ça Et va les faire enlever... céréales aussi, non? Oui, tout à fait. Alors, il y en a quelques-unes qui passent parce qu'elles ne sont pas trop riches. Il y en a d'autres qu'on enlève. Euh, Au niveau des produits laitiers, on enlève le lactose, qui est un FODMAP, parce que c'est un disaccharide. Mais le régime FODMAP ne va pas plus loin. Par exemple, tous les produits laitiers ne sont pas enlevés, puisque le but, c'est d'enlever le lactose seulement. Alors, j'y reviendrai après par rapport à l'AI, à l'alimentation anti-inflammatoire qu'on fait généralement sans produits laitiers. Donc, on exclut ces aliments-là, les plus riches en FODMAP, de son alimentation pendant 4 semaines et on se concentre sur les aliments qui sont pauvres en FODMAP. Donc, dans le bouquin, je vous ai mis dans la fiche annexe sur l'intestin irritable, en gros, les plus riches et ceux qui vont. Alors, par exemple, les fruits, l'ananas, voilà, banane plantain, clémentine, Pardon, je suis etc., en par deuil là. exemple. Euh, et bon, il y a tout. Par contre, oui, je rebondis sur un truc. C'est pas parce que l'aliment est classé pauvre en FODMAP qu'il va forcément vous réussir, hein. Vous pouvez très Oui, très mal le tolérer pour plein d'autres raisons. Pour d'autres raisons, euh, soit parce qu'il contient des fibres que vous tolérez pas, ça c'est différent. Soit ça contient des lectines agressives pour l'intestin, soit, je prends un exemple. Je prends un exemple tout à mon hasard. Là, j'avais mis, je pense, les graines de chia, ou kia, ou chia, comme vous voulez, vous le prononcez avec l'accent que vous voulez, euh, qui sont pauvres en FODMAP, mais par contre, comme ça contient des fibres solubles qui gonflent beaucoup, ça peut faire gonfler le ventre, mais en fait, en gonflant d'eau, en fait. Donc, moi, ça me ouais, ce fait qui peut revenir particulièrement. à la même chose, quoi. En fait, ça Voilà. reviendra à gonfler un Voilà. ballon de baudruche avec de l'eau. Voilà, exactement. Donc, ou alors vous pouvez par exemple ne pas tolérer les agrumes parce que c'est trop acide pour vous, euh, parce que ça vous irrite les intestins, alors que pourtant c'est classé pour, en FODMAP. Donc, il faut D'accord. imaginer que les FODMAP, c'est pas tout. C'est pas, il n'y a pas la diète pauvre en FODMAP, c'est comment dire, la C'est recette magique unifié. contre l'endo. C'est pas du tout un truc fabriqué contre l'endométriose. Ça, faut être clair. C'est un régime pour pas avoir des gaz à la base. Voilà. Voilà. En gros, c'est Euh, pour pas péter ou Exactement. rôter. Voilà. Et à ce sujet, il existe quand même quelques controverses. J'en ai parlé rapidement dans le bouquin, euh, que certains auteurs quand même citent. C'est que quand on se prive de FODMAP, on prive la flore de prébiotiques, ce qui nourrit la flore. Donc, on a pu remarquer que après X mois de diète pauvre en FODMAP, la flore est changée, elle dépérit, et certaines bactéries, les bifidobactéries qui diminuent. Donc, ça a quand même un impact. D'accord. Mais à la base, ce régime, c'est vraiment fait contre les gaz, contre un ventre qui est gonflé, qui fait mal, etc. À la Donc, je base, vais essayer c'est de vraiment pour l'intestin revulgariser. irritable. Voilà. D'accord. Donc, je vais essayer de revulgariser. Avec l'endométriose et l'inflammation, on peut avoir l'intestin qui est irrité, voire souvent Mhm. l'intestin irrité, voire carrément l'intestin irritable. Certaines ont vraiment eu des diagnostics de poser là-dessus. Du coup, bah, c'est un ballon de baudruche avec plein de petits trous, enfin, avec des petits bouts d'élastique, de scotch, on va dire, mais qui ne sont pas liés à des lésions, parce qu'il peut aussi y avoir des personnes qui ont des lésions sur le système digestif. Et donc, tout ça, quand ça se distend à cause de la fermentation des sucres qui Mhm. sont FODMAP, forcément, ben, on va se mettre à péter, rôter, et puis surtout, ça va nous gonfler le ventre, on va se tordre de douleur parce que ça va pincer dans tous les sens. Et c'est pour ça que certaines vont très vite réagir au FODMAP parce qu'elles auront des lésions, par exemple, sur le système digestif, et d'autres vont juste se mettre à péter comme des sonneurs en se disant, mais c'est pas possible, je pourrais décoller le papier peint. Mais voilà, c'est vraiment ça. Donc, les personnes concernées, et en plus, j'oubliais par rapport à ça, donc les personnes concernées, dans notre cas, c'est nous, puisqu'on a de l'endo. C'est pas quelque chose à faire sur la durée au-delà des 4 semaines, d'après ce que Justement, m'ont je expliqué. vais expliquer après le cheminement du truc.
Voilà, d'après ce que Fabien nous explique, donc pas au-delà de 4 semaines. Et enfin, il y a des listes sur Internet et il y a des listes aussi FODMAP sur le groupe que certaines confondent avec les aliments qui sont anti-inflammatoires. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un outil de plus. L'alimentation anti-inflammatoire, c'est en gros la base. C'est juste, on crée des fondations. C'est un outil, c'est l'outil de base. À partir de là, il y a plein de choses qui vont se greffer dessus et après, chacune va pouvoir utiliser différents outils, les FODMAP, voilà, selon sa sensibilité et selon le fait aussi qu'elle se fasse accompagner. Parce qu'après, encore une fois, le groupe n'a pas vocation à vous définir un régime parfait anti-endométriose. Le livre qu'a écrit Fabien recense des études dont là, il parle des FODMAP qu'il évoque dans son livre, mais il ne s'agit pas c'est pas le guide parfait de la petite endogirl, qu'on soit très clair. C'est différents outils qui vont vous permettre d'avoir un discours éclairé auprès de vos praticiens. Alors après, c'est beaucoup, comment dire, le problème du ventre, c'est très souvent, mais après, il y en a, c'est plutôt rare, hein, parmi vous qui n'ont pas de douleur digestive, j'en ai déjà vu. Je me rappelle une que j'avais vue en consultation, elle me disait qu'elle pouvait manger absolument n'importe quoi. Elle n'avait jamais mal au ventre. Elle pouvait manger du chou cru, aucune importance, rien du tout. Et ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. On est deux alors. Bah, super. Et du coup, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez enlevé les aliments les plus riches en FODMAP au bout de 4 semaines? Donc, la vraie façon de faire, au bout de 4 semaines, on fait le point. C'est-à-dire que là, vous dites, OK, j'ai viré tous ces FODMAP, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va 100 fois mieux, je me sens beaucoup mieux, c'est génial? Ou est-ce que ça fait rien? Si ça fait rien, il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien de continuer. Si ce n'est pas ça le problème, si vraiment ça n'a rien à arranger, ce n'est pas la peine de vous torturer à enlever certains aliments qui vous plaisaient, qui allaient bien, etc. Puisque ça ne sert à rien d'aller plus loin là-dessus. Si vous allez beaucoup mieux, c'est que, en effet, il y a un truc avec la flore, avec une mauvaise digestion, avec peut-être des déficits d'enzymes, des malabsorptions, etc. Ou en tout cas des liens avec vos intestins irrités, irritables, ou des lésions, ou que sais-je. Dans ce cas-là, si ça va mieux, il y a une méthode, une méthodologie. Généralement, on ne reste pas comme ça, on évolue. Donc, l'évolution, c'est de réintroduire des aliments. Pas tous à la fois, il ne faut pas faire n'importe quoi, petit à petit, un par un, en quantité progressive, jusqu'à trouver les seuils de tolérance. Alors, je m'explique. Déjà, c'est pas parce que l'aliment est classé riche en FODMAP qu'il sera aussi mal toléré qu'un autre qui est classé riche en FODMAP. Peut-être que vous tolérez finalement pas trop mal les polyols et moins bien, par exemple, les oligosides. Enfin, c'est un exemple, hein, je prends ça au hasard. Donc, pour essayer de vulgariser, à partir du moment… Attends, je vais essayer juste de retranscrire en langage païen. À partir du moment où on commence à avoir des résultats avec les FODMAP, déjà, on les réintroduit méthodiquement selon ce que tu vas nous expliquer. Et si c'est trop spécifique, parce qu'il y a quand même un risque d'appauvrissement de la flore, comme vient de nous l'expliquer Fabien, je vous invite à vous faire accompagner. Et donc, du coup, il y a quand même une amélioration. Mais comme FODMAP est un acronyme de plusieurs composants qu'il y a dans l'aliment, riche en FODMAP, c'est un aliment qu'on ne tolérera pas bien, alors, qui est riche en FODMAP, par rapport à un autre qui est tout aussi riche, mais qu'on tolérera mieux, parce qu'un aliment, ce n'est pas que des FODMAP, ce n'est pas que des oméga 3, ce n'est pas que du sucre, ce n'est pas que des fibres. Enfin, c'est tout ça, et parfois, c'est l'association qui ne fait pas, quoi. Et déjà, ça peut ne pas être les mêmes FODMAP, et après, il se peut que l'aliment n'était pas toléré à cause d'autres choses que des FODMAP. Donc, du coup, c'est une sorte de tolérance qui est personnelle. On va réintroduire ces aliments un par un, en dose progressive, et trouver les seuils. Par exemple, il se peut que les lentilles que vous faites cuire vous-même, elles soient moins bien tolérées que les lentilles en bocaux de verre, puisque quand ça baigne dans l'eau de cuisson, dans le bocal de verre, il y a une partie des FODMAP qui va passer dans l'eau. Si vous rincez bien ces lentilles, elles seront probablement beaucoup mieux tolérées que celles que vous faites cuire vous-même.
C'est un exemple, hein. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais c'est un exemple. Oui, c'est pour donner un Euh, exemple qu'en fait, effectivement, comme pour c'est donner des un trucs exemple. Ouais, solubles, tout à fait. donc à partir de là, forcément, plus l'aliment il reste dans son eau de cuisson, il y a fort à parier qu'on le supporte mieux quand c'est dans un bocal que quand c'est à la maison où on le cuit et on le mange après, quoi. Exactement. Donc, on va réintroduire tel fruit en petite quantité, on voit ce qui se passe. Si on voit que ça passe, on essaie de le réintroduire un peu plus. Si on voit que ça passe plus, on arrête, on se dit, voilà, on laisse le ventre se calmer et on fait des petits tests. Pourquoi remettre certains aliments? Alors, déjà pour la variété alimentaire, et puis certains de ces aliments intrinsèquement sont anti-inflammatoires. Alors, je prends un exemple, la pomme peut être mal tolérée vis-à-vis des fermentations que ça peut occasionner, mais dans la pomme, il y a plein d'éléments qui sont en fait anti-inflammatoires par d'autres mécanismes. C'est-à-dire, vous avez des polyphénols, vous avez toutes sortes de choses dedans qui vont être bénéfiques. Et du coup, remettre certains aliments, ça peut participer justement à l'action anti-inflammatoire. Il faut D'accord. pas, Donc, en fait, il faut pas confondre euh, l'aliment pauvre en FODMAP à un aliment qui est anti-inflammatoire par rapport aux nutriments qu'il contient. L'aliment riche en FODMAP, on l'écarte parce qu'il occasionne des fermentations ou des rétentions d'eau excessives dans l'intestin. On l'écarte pour ça. Voilà. Par contre, il pourrait être très riche en, en phytonutriments, en protecteurs. Par exemple, je prends un exemple, des haricots noirs, des haricots secs noirs ou rouges. Alors, je prends l'exemple des haricots noirs. Les haricots noirs, ils sont extrêmement riches en anthocyanes. Les anthocyanes sont des pigments bleutés, bleu-noir, qui sont extrêmement antioxydants et anti-inflammatoires. Mais par contre, c'est blindé de FODMAP. Donc, oui, donc c'est pour que c'est deux choses différentes. en résumé, je vais essayer de revulgariser. Là, on est vraiment dans l'adage qui dit que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Les 4 semaines d'éviction permettent d'éviction des plus riches en FODMAP, n'est-ce pas, parce qu'on va pas arrêter de manger pendant 4 semaines, vont avoir la vertu de nous dire si oui ou non on est sensible au FODMAP. Donc, soit vous avez des résultats, parce que là, je viens de voir une question, si ça ne va pas mieux en enlevant les FODMAP 4 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si au bout de 4 semaines, tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'es pas sensible au FODMAP, donc il faut continuer à creuser. Cet outil-là, il ne sera pas pour toi. Par contre, les aliments qui sont riches en FODMAP ne sont pas riches qu'en FODMAP. Ils sont riches en plein de choses. Voilà. Donc, du coup, forcément, en évitant les aliments riches en FODMAP, tu peux malheureusement aussi te priver de certains aliments très puissamment anti-inflammatoires parce que riches en minéraux, en oméga machin, en gras bidule, enfin bref, en fibres, en trucs qui vont te faire par ailleurs du bien. Parce qu'en réalité, la problématique, c'est le ballonnement. C'est pas les FODMAP. C'est le fait que ça ferme. Et là, tu me fais penser à quelque chose par rapport à certains effets des aliments sur les œstrogènes, par exemple. Si ceux qui ont lu le bouquin, vous avez pu voir que dans le bouquin, à un moment donné, je parle de l'effet des fibres sur les œstrogènes. Vous détoxifiez les œstrogènes par le foie. Alors, il y en a une partie, bon, il y a la phase 1, 2, 3 au niveau de la détox. Je vous passe les détails, mais la phase 3, c'est le moment où vous éliminez le toxique, les hormones, ce que vous voulez. Il y en a une partie qui part dans les intestins qui est liée à la bile, aux selles biliaires. Et vous avez le cycle entérohépatique qui peut faire réabsorber les selles biliaires, où on peut réabsorber des œstrogènes, on peut réabsorber des perturbateurs endocriniens par le cycle entérohépatique. Et le fait de consommer beaucoup de fibres, ça forme comment dire, des paquets avec les selles biliaires qui ne peuvent plus être absorbés, qui sont éliminés dans les toilettes. Donc, du coup, c'est pour ça En gros, que… c'est un balai à intestin, les fibres, quoi. Exactement. Et plus on mange de fibres, plus la détox des perturbateurs endocriniens, des hormones, des oestrogènes par exemple, est efficace puisqu'il n'y a pas de réabsorption par le cycle entéropathique, enfin en tout cas elle est limitée. Donc c'est pour ça que ça a quand même des limites. Ce n'est pas la réponse à tout. Après, voilà, c'est un outil. Alors, attends, parce qu'il y a d'autres questions. Pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait si ça ne va pas? Déjà, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est vraiment des douleurs digestives? Est-ce que c'est des douleurs pelviennes? Etc.
c'est à voir. Après, je ne connais pas le cas de C'est la ça. personne, donc je ne sais Non, pas mais ouais, vraiment. en fait, en gros, ce que tu lèves comme point, et ça, c'est un problème que je vois souvent sur le groupe, c'est la confusion. Parce que quand on a mal, à un moment, quand tu as mal, tu te fous bien de savoir pourquoi tu as mal et où tu as mal. Tu sais juste que tu as mal. Mais arriver dans vos douleurs, les filles, à discerner ce qui vous, comment vous avez mal. Est-ce que c'est une pesanteur? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est, on va dire, comment on appelle ça, des coliques, en fait? Parce que c'est pas les mêmes douleurs et ça ne demande pas, ça n'appelle pas la même réponse. Et effectivement, si tu vas soigner des contractions utérines avec le régime sans FODMAP, va être compliqué. Donc du coup, il faut vraiment être conscient de type de douleur que l'on a. Et pour faire partager avec vous mon expérience personnelle, quand j'ai commencé le régime anti-inflammatoire, c'était un de mes premiers on va dire, exercice, c'est arriver à sentir la douleur. Alors, c'était super sympa de se laisser, entre guillemets, monter dans les pics de douleur pour arriver à sentir ce qui se passait dans mon corps, où j'avais mal, comment j'avais mal, pourquoi j'avais mal, et après de faire le lien avec ce que j'avais mangé par rapport à un journal alimentaire, parce que ça aussi, c'est important, si vous n'avez pas de journal alimentaire, vous avez droit dans le mur, par rapport au journal alimentaire, par rapport à l'endroit où se passaient les douleurs au niveau de mon corps, parce que à peu près, on sait tout où on est situé au niveau de l'utérus, et des ovaires. Donc, si c'est au niveau du diaphragme, par exemple, au-delà des lésions, je parle bien, sentir les choses. Arriver à sentir vraiment j'ai envie de dire, vos organes. Et il y a même des femmes qui arrivent à sentir leurs organes en cas de douleur. Donc ça, c'est un travail sur soi, un travail de conscientisation qu'il va falloir faire parce que là, on est vraiment dans une approche holistique et il faut aussi savoir où ça se situe. Sinon, vous allez partir dans tous les sens sans jamais avoir de résultats. Et j'ai même envie de dire, même avec le régime anti-inflammatoire, parce que vous n'arrivez pas à le maîtriser si vous ne sentez pas à quel moment un aliment vous réussit pas. Voilà. Et après, moi, c'est une question qui a souvent été posée sur le groupe ou ailleurs. Euh, Est-ce que les aliments riches en FODMAP sont inflammatoires? Voilà. Donc, si on prend l'aliment en lui-même, il n'est pas inflammatoire puisqu'il n'y a pas vraiment de substance pro-inflammatoire dedans. Donc, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de caséine. Voilà, par exemple. Voilà. Ensuite, si on regarde les études qu'on a sur les légumes secs, par exemple, est-ce que les légumes secs chez l'humain, je précise bien, est-ce que c'est associé à une augmentation de l'inflammation, une baisse de l'inflammation? Toutes les études montrent que c'est associé à une baisse des marqueurs inflammatoires dans le sang quand on consomme La plus de CRP, légumes c'est secs. ça? Voilà, la CRP notamment, voilà. Ou d'autres marqueurs comme les interleukines, etc. Euh, donc, les études qu'on a sur les légumes secs ne montrent pas, par exemple, que c'est inflammatoire. Après, euh, est-ce qu'on a pu mettre en évidence de l'inflammation avec les FODMAP? J'ai quand même réussi à trouver des études sur les animaux, sur des souris, euh, où ils montraient, comment dire, euh, que les FODMAP pouvaient induire une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale, de l'inflammation intestinale, mais on ne peut pas forcément extrapoler Ouais, à c'est qu'en fait, l'humain. c'est un Et effet en boule de plus, neige, quoi. voilà, et en plus, c'est pas forcément des aliments riches en FODMAP qui donnent, c'est des sortes de tambouilles de FODMAP mis dans de l'eau, c'est des sucres purifiés, isolés, remis en solution, souvent qui le rejettent par derrière dans le côlon. En fait, c'est pas un Ouais, aliment sans rien. qu'elle mange, donc c'est complètement différent. Par contre, en effet, on a pu remarquer euh, des problèmes intestinaux ou des problèmes intestinaux majorés avec les FODMAP de cette façon-là. Par contre, les études qu'on a sur l'intestin irritable ou même sur les maladies chroniques, les maladies inflammatoires chroniques des intestins comme Crohn ou rectocolite hémorragique, ça porte tout le temps sur des symptômes qui sont évalués comme les ballonnements, les douleurs, les crampes, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Où là, même pour les maladies chroniques, les maladies inflammatoires chroniques des intestins, donc la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui sont des maladies très sévères des intestins, là, on voit en effet qu'il y a pas mal d'études là-dessus, hein, que le régime pauvre en FODMAP était bénéfique. Mais par rapport à l'endométriose, il n'y a pas d'étude qui dit que des aliments riches en FODMAP sont inflammatoires. La seule chose qu'on sait, c'est que ça soulage les symptômes digestifs. Il ne faut pas confondre les deux.
Donc, euh, en fait, si vous voulez, les aliments, euh, pour évaluer quel impact de l'aliment sur l'organisme, il y a plein de paramètres. Vous avez, je ne sais pas, je dis au hasard, l'index glycémique, la charge glycémique, les FODMAP, la teneur en ci, la teneur en ça. Il y a plein de choses. Donc, c'est assez complexe. En fait, le problème des gens qui ont utilisé le régime pour FODMAP, enfin, plutôt les femmes qui ont endométriose qui ont utilisé ça, sont partis tête baissée, tête dans le guidon, à dire j'élimine les FODMAP, c'est inflammatoire. Et des fois, il y a une confusion entre les FODMAP et l'inflammation, c'est pas exactement. Je dis pas que les FODMAP ne peuvent pas avoir un impact sur la douleur et parfois sur l'inflammation, mais En même temps, si tu tires sur les lésions, l'aliment en lui-même n'est pas directement inflammatoire. Voilà. D'accord, c'est pas l'aliment qui est inflammatoire, mais du fait de sa fermentation, si ça va tirer sur tes lésions, ça va faire péter ton inflammation, c'est logique. Et du coup, quelle différence entre l'alimentation anti-inflammatoire et la diète pauvre en FODMAP? Alors, l'alimentation anti-inflammatoire, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses, il y a des tas de choses. Mais dans les basiques, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui est généralement riche en végétaux et plus faible en produits animaux, parce qu'il y a beaucoup plus de composés inflammatoires dans les produits animaux. C'est une alimentation qui est très riche en antioxydants, puisque l'oxydation, le stress oxydatif engendre de l'inflammation. Et ça fait une boucle. Je revulgarise. Inflammation. Stress oxydatif, c'est dans le corps. C'est pas le stress de la vie de tous les jours, c'est nos cellules qui sont agacées par une alimentation qui est trop agressive. C'est un peu comme de la rouille, mais au niveau cellulaire. Voilà, c'est les cellules qui rouillent. Un bout de ferraille que vous mettez dehors à la pluie, il va rouiller. Dans votre corps, il y a le même processus d'oxydation, de rouille, pour vulgariser. Et ces processus-là, le stress oxydatif, c'est quand il y a trop de pluie, voilà, par rapport à nos capacités antioxydantes, parce qu'on a plein de systèmes antioxydants. Et, donc en fait, pour arrêter l'eau, il faut boire de l'alcool, c'est ça? Non, je plaisante. Non, surtout pas. C'est ça, c'est les antioxydants, c'est les acides gras il y a les oméga 6, les oméga 3, il y a encore d'autres choses plus complexes. Mais ça, tu en avais parlé dans ton live sur le gras. Il y a plein de choses. Après, il y a les nutriments. Après, il y a aussi le lien avec le système immunitaire. Si notre système immunitaire refuse certains aliments, il suffit de les mettre, ça suractive le système immunitaire et ça engendre des réponses inflammatoires. Il y a le lien avec le microbiote, la flore intestinale. S'il y a des dysbioses, des déséquilibres, ça génère de l'inflammation. Il y a un lien avec la muqueuse et la barrière intestinale. Et c'est là qu'intervient, par exemple, le gluten en détériorant la barrière intestinale. Bref, il y a plein de choses. Donc, généralement, vous, quand vous parlez de l'alimentation anti-inflammatoire, vous voyez le truc avec riche en végétaux, riche en antioxydants, riche en oméga 3, avec éviction du gluten parce qu'on sait que c'est nocif pour la muqueuse intestinale, éviction des produits laitiers puisque ça fait partie des plus gros antigènes qui font réagir le système immunitaire. Et du coup, en écartant ces trucs-là, en mettant les aliments qui vont bien, on a une alimentation qui est anti-inflammatoire. Et moi, dans ma pratique, de ce que j'ai pu voir, les femmes qui m'ont dit à quel point elles étaient améliorées par l'alimentation pour l'endométriose, il faut être clair, celles qui ont été métamorphosées, ce n'est pas avec le régime pauvre en FODMAP, c'est avec une alimentation anti-inflammatoire, avec tout ce que je viens de dire. Voilà. Après, ça peut se rajouter, c'est-à-dire que on peut créer une alimentation anti-inflammatoire avec ses habitudes alimentaires, avec sa tradition culinaire, avec ce que vous voulez, avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Après, on peut chercher à mettre plus certains aliments ou en enlever. Et en enlever, ça peut être certains aliments qui sont riches en FODMAP, ça c'est possible. Mais c'est vrai que celles que j'ai vues vraiment qui m'ont rapporté être métamorphosées, celles qui ne prennent aucun progestatif, aucun antalgique, aucun anti-inflammatoire, bon, elles cèdent de plein de trucs à côté. Ça peut être, carrément. Ça peut être de la micronutrition, de la phytothérapie, des huiles essentielles, ça peut être des tas de choses à côté. Voilà, mais il y en a qui ne prennent pas de traitement et qui vont mieux que sous traitement. Voilà, parce que mais carrément, induisent plein d'effets secondaires et qui peuvent des fois faire sentir que c'est pire. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai pu voir, c'était vraiment plus
avec l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, celle que j'ai conseillée déjà par rapport à l'alimentation, généralement, je leur conseille toujours d'aller en premier vers ça, vers l'alimentation L'alimentation. anti-inflammatoire, riche en végétaux, pauvre en produits animaux, pauvre en graisse animale surtout, riche en antioxydants, en oméga 3, avec éviction du gluten et des produits laitiers. Si vous voulez savoir pourquoi les produits laitiers, dans le bouquin, j'énonce toute une série de choses qui ne vont pas dans les produits laitiers. Puis on a Et résumé là, sur le et, groupe écrit, il y a un fichier qui là, vulgarise. on voit plus d'impact. Moi, je connais bien cette alimentation, je le fais pour moi-même. J'ai plein de problèmes de santé, j'ai des problèmes articulaires. C'est vraiment quand j'ai enlevé ces deux choses-là que j'ai vu un impact majeur. Et parfois, je fais des petits écarts, hein. Tu le sens. Euh, je le sens, voilà. Euh, moi, je vois aussi au niveau de la peau, je fais des plaques d'eczéma et d'hermès séborique et j'ai mal aux articulations très rapidement. Euh, euh, alors Donc, suivant ce à qui me quoi permet de dire une chose par rapport à on- l'alimentation anti-inflammatoire, quand moi, pareil, j'ai commencé, je faisais beaucoup de lombalgie, beaucoup de cervicalgie, beaucoup de trucalgie. J'avais toujours un PET quelque part de toute façon. J'ai été sous hormones comme beaucoup. Mon médecin, pour des raisons diverses et variées, en fait, que jusqu'à maintenant, je comprends pas en vrai, parce que c'était pas du tout dans la tendance quand elle m'a demandé d'arrêter les hormones. Mon médecin m'a bien dit d'arrêter les hormones, c'est pas moi qui l'ai décidé. Je dis pas qu'il faut pas le décider. Je dis que dans mon cas de figure, c'est le médecin qui l'a décidé. Donc, en 2015, ça ne se faisait pas. Je suis juste tombée de ma chaise. Donc, les douleurs sont revenues. Effectivement, sans hormones, ça se passait bien, mais j'avais pris 25 kilos, j'avais une tête de chien, un peu dépressive sur les bords. Alors que avec sans hormones, là, je recommence à souffrir. J'ai rencontré un médecin, j'ai rencontré le groupe que j'ai fini par animer et j'ai suivi l'alimentation anti-inflammatoire. Et c'est le jour et la nuit. Je veux dire, on retrouve une qualité de vie. C'est compliqué de manger, de ne pas manger comme tout le monde, je vous l'accorde. Mais c'est encore plus compliqué de ne pas être en capacité d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire qu'on vous appelle là maintenant, hey, tu fais quoi ce soir? Excuse-moi, je suis malade, comme d'habitude, je suis pas bien, je suis pas en forme, j'ai de la fatigue chronique, ça a disparu, j'ai une peau dégueulasse, ça s'est vraiment beaucoup limité. J'ai le ventre qui gonfle à foison, c'est-à-dire que le matin, je me réveille, on voit les abdos que j'ai jamais eu d'ailleurs, et à midi, à mon premier verre d'eau, ça y est, j'ai mon bite de femme enceinte qui déborde de mon jean taille basse, parce qu'à l'époque, c'était la mode. Maintenant, c'est taille haute, c'est mieux, mais à l'époque, c'est taille basse. Donc, vous voyez, ce genre de choses, toutes disgracieuses, dysfonctionnantes. Je vous parle même pas de la douleur quand on a mal 3 semaines par mois. Donc, ça commence par des douleurs gentilles qui n'empêchent pas de fonctionner. Donc, on a toujours un fond douloureux, en fait. Et puis, à un moment, ça monte crescendo et là, on a juste envie de se défenestrer. Ces choses-là, aujourd'hui, j'ai plus du tout en ayant changé mon alimentation. Et par rapport au sujet de ce soir qui sont les FODMAP, je ne connaissais pas en fait les FODMAP. Simplement, on m'avait dit de temps en temps d'essayer d'enlever les céréales. Donc, j'avais fait plutôt IG bas, ce qui revient à diminuer les sucres. Paradoxalement, c'est pas la même chose, hein, c'est deux principes différents. Mais il s'avère qu'en enlevant les sucres, eh ben, j'ai enlevé les plus gros FODMAP, on va dire, sauf les légumineuses, que moi, ce qui me dérangeait pas. Mais en enlevant les céréales, bah, c'est le moment où là, j'étais vraiment le mieux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup à partir du moment où on a pris des bons plis en cuisine. Et c'est ça le plus difficile. Voilà, pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, au moindre écart, je le paye cash et content. Et après, il y a aussi l'activité physique et autres, bien évidemment. Et anecdote personnelle, c'est qu'aujourd'hui, je travaille dans une entreprise ils sont tous très, très jeunes. Et en fait, ils me demandent tous systématiquement plusieurs fois mon âge parce qu'ils ne me croient pas. Et quand je suis passée aux cheveux naturels, n'est-ce pas, je leur montrais ma routine mes cheveux nappis avec une routine cracra, on va dire. Et quand je suis passée à une routine de soins de cheveux naturels, et mes cheveux, ils ont juste doublé en fait de taille. Et sauf qu'entre temps, il s'est passé un certain nombre d'années. Et là, ils me disent, mais en vrai, toi, tu vieillis pas. Tu rajeunis. En gros, entre les deux photos, il y a juste 10 ans. Juste 10 ans. Et en fait, ils me disent, mais en vrai, tu vieillis pas, toi. C'est quoi ton problème? Voilà, c'était pour vous dire que faites un journal alimentaire, écoutez votre corps et si vraiment ça vous dépasse, faites-vous accompagner. Voilà. Et après, on peut aussi ajouter que pour le journal alimentaire, par rapport au FODMAP, par exemple, on va vite voir si ça fermente, parce que la fermentation, elle met pas plusieurs jours pour arriver. On pourra vite voir ce qui va se passer.
Par contre, gardez en tête que si vous avez une réaction immunitaire, ce qui n'a aucun rapport, hein, une réaction d'hypersensibilité alimentaire, ce qu'on appelle populairement les intolérances alimentaires, alors qu'en fait, on ne devrait pas appeler ça une intolérance, puisque c'est une hypersensibilité immunitaire. On peut réagir plusieurs jours après. Par exemple, je ne sais pas, je prends un truc au hasard. Euh, vous avez une hypersensibilité à l'œuf, je dis n'importe quoi, hein, ça arrive assez souvent. Mm. Et vous allez avoir des soucis 2 jours après, par exemple. Voilà. Mais une hypersensibilité alimentaire, ça peut se manifester de 3 heures à 3 jours. Donc, du coup, ça, faut aussi y penser. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais C'est ça. faut pas toujours être fixé sur le jour même. Bon, Et en ça, fait, c'est totalement indépendant des c'est FODMAP. ça la difficulté. Ouais. Ouais. Les C'est ça FODMAP, la ça va être difficulté. assez rapide, alors que si ça vous intéresse, il y a des tests qui existent, c'est des tests qui sont controversés, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est utile, c'est très Je très te cher. propose, Des tests, je te dis-moi. propose qu'on fasse un live après sur ce sujet si tu veux, parce que là, on a Ouais. 46 minutes. Mais Ouais, mais bon, effectivement, en gros, j'ai presque fini, mais c'était pour dire que vous pouvez avoir d'autres choses que les FODMAP qui réagissent dans votre intestin. Il y a aussi ce qu'on appelle populairement les intolérances alimentaires. donc en gros, je vulgarise hein, et puis après, je vais te poser une question, enfin, je vais te soumettre une Mhm. question. Euh, Quand en gros, on a des réactions par rapport à l'alimentation, indépendamment des FODMAP, c'est une réaction qui va mettre 3 heures à 3 jours. Et effectivement, dans Mhm. mon cas personnel, je consomme des produits laitiers. Je vais avoir des douleurs en HIT, donc une inflammation, 3 jours après. Donc, du coup, forcément, si je fais pas de journal alimentaire, je ne ferai jamais le lien. Et surtout, si j'en consomme tous les jours, je ne ferai jamais le lien. D'où l'intérêt de Mhm. l'enlever. Tout à fait. Voilà, ça c'est la première chose. Sachez que quand on parle d'anti-inflammatoire, c'est bien parce que l'inflammation, ce n'est pas une douleur digestive. Or, les FODMAP mettent en évidence des douleurs digestives avec Mhm. effectivement une exacerbation, je ne sais pas si ça se dit, en exacerbant nos symptômes digestifs de l'endométriose pour celles Tout qui à ont une fait. endo digestive. En fait, voilà. Et c'est pour ça qu'encore une fois, soyez bien consciente de votre corps, de là où se trouvent vos lésions, des problématiques que vous avez par rapport à ça, quand il s'agit de problématiques digestives, quand il s'agit de problématiques autres, des douleurs qui vont être plus des pincements. Vous savez, il y avait, je sais plus dans quelle pièce de théâtre d'auteur, il disait comme ça vous gratouille ou ça vous chatouille. Le mot peut paraître bête, mais ça a tout son sens parce que selon la douleur que vous avez, vous n'avez pas du tout la même réponse. Donc, aller chez son médecin en disant j'ai mal au ventre, ça ne sert à rien. Par contre, lui spécifier, l'identifier, prendre des images. Moi, quand j'en parle, je dis que j'ai l'impression que j'ai Mike Tyson dans le ventre avec des chats qui me criffent comme ça le ventre, tu vois, qui montent comme ça, ils escaladent mon ventre et puis ils descendent comme ça. Et je fais le geste, qu'ils comprennent vraiment que je sens comme des coups de poignard par million, des aiguilles qui me traversent. J'ai l'impression, quand je respire, de respirer avec un tapis de fakir et que ça me perfore l'intestin et tout. C'est des choses, soyez expressives. On s'en fiche, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour employer des mots savants à 14 syllabes. On n'est pas là pour gagner au Scrabble, on est là pour dire ce que l'on a et de manière à ce que l'on soit comprise et prise au sérieux. Mais aussi, apprenez à faire ce travail sur vous pour pouvoir aussi, quand vous êtes dans l'autogestion par l'alimentation, à apprendre les bons gestes. Et puis, si vraiment vous êtes dépassé en ayant eu tout ce travail-là sur vous, encore une fois, faites-vous aider. Donc là, j'ai une petite question pour toi, mon ami. Ouais, dis-moi. Faut-il prendre des pré- et probiotiques lorsqu'on a des gaz à l'intérieur, régime FODMAP sans résultat? Donc moi, j'ai juste une question pour toi. As-tu Ouais. commencé le régime anti-inflammatoire vraiment sans, qu'est-ce qu'il te reste entre guillemets avec le régime anti-inflammatoire pour après parler du FODMAP sans résultat. Ensuite, je laisse Fabien parler parce que c'est lui le pro. Alors, en effet, moi, je conseille toujours de faire l'alimentation anti-inflammatoire en premier pour voir ce qui se passe. Et après, on peut Et attends, l'améliorer. j'ouvre une deuxième parenthèse. Combien de temps avant de passer au sans FODMAP? Régime AI, Ah, combien de temps avant de passer sans FODMAP? bah, c'est vrai qu'il faut laisser le temps pour que comment dire, Moi, que j'aurais dit six l'inflammation mois. diminue. Ouais, il faut plusieurs mois, je dirais. Par contre, c'est vrai que sur certains symptômes, dans certaines pathologies,
on peut voir l'effet rapidement, quoi. 4 semaines, 6 semaines, des fois même encore plus vite. Mais il faut laisser quand même, je dirais quand même quelques mois avant de pouvoir juger si ça fait quelque chose ou pas. Si vous avez enlevé le gluten pendant une semaine et que vous dites, bon, ça n'a pas fait grand-chose, Aucun c'est intérêt. probablement trop court. D'autant plus que certaines personnes ne font pas vraiment du sans gluten, ne font pas vraiment sans produits laitiers. Les Ouais, elles personnes font qui vont j'évite faire un petit peu, je fais attention. voilà, fais attention. Il y a un petit écart tous les 2 3 jours. Comme le cycle cellulaire des cellules de l'intestin grêle, des entérocytes, c'est 3 à 5 jours. S'il y a un écart tous les 3 à 5 jours, rien que par rapport au cycle cellulaire de l'intestin, ça ne Vous colle remettez pas, quoi. une balle dans la machine. Il y a un truc qui abîme. Donc déjà, il faut laisser plus longtemps. Ensuite, par rapport à la modification du microbiote, tout ça, il faut quand même des semaines, des mois pour que ça change, enfin, pour que ça D'accord. se règle. Donc là, comme on s'adresse quand même à un public averti qui tente des trucs seul, plus ou moins seul, honnêtement, attendez 6 mois à 1 an avant de passer à Ouais, l'étape d'après. Parce que plus vous mettez de choses en même temps, moins vous saurez ce qui fonctionne. Et plus déjà, ouais. discrédité aux yeux de vos médecins. Ils vont se dire encore une nana qui a regardé, qui a lu Femme Actuelle et qui a trouvé le dernier régime à la mode. Alors que si vous lui dites non, j'ai été rigoureuse, j'ai mis en place ça pendant 6 mois, j'ai obtenu ces résultats avec un journal alimentaire où là vous mettez, en gros vous annotez, je me sens mieux, je me sens moins bien, douleur de règles, parce que c'est quand même là qu'on a nos pics de douleur en général, ou aux règles ou à l'ovulation, c'est dans ces 2 moments-là que c'est le pire. Donc voilà, qu'il voit que bon quelque part vous avez suivi une certaine méthodologie, mais que là vous êtes embuté et que vous avez besoin d'aide, ou simplement de vous assurer de ne pas vous être envoyé dans le mur aussi en termes de nutriments, enfin de vous être appauvri en quoi ou qu'est-ce, ou simplement histoire de confier à votre médecin où vous en êtes, qu'il soit conscient de vos choix alimentaires pour qu'il évite de vous donner des médicaments avec du lactose dedans, par exemple. Voilà. Et pour répondre à la question vraiment des prébiotiques et des probiotiques, alors les probiotiques, par rapport à ça, il y a certaines souches qui peuvent être intéressantes. Par rapport, comment dire, aux douleurs abdominales, au gaz notamment, la souche Plantarum et Reuteri, qui sont des souches qui sont intéressantes quand on a des douleurs au ventre. Des douleurs au ventre vraiment par ballonnement, douleur, ballonnement, je dirais. Douleur liée au ballonnement. Ouais, voilà. Spasme, ballonnement, douleur, voilà. Le Plantarum et éventuellement Lactobacillus reuteri. Ensuite, Tu me l'écriras, s'il te plaît, parce que là, je crois que. ouais, pas de problème. Si c'est l'intestin irritable associé à un peu un état diarrhéique ou douleur et associé avec diarrhée ou alternance diarrhée-constipation, Lactobacillus gasseri, ça peut être pas mal. Bon, enfin, en tout cas, il y a plusieurs types de probiotiques. Dans ces cas de figure-là, s'il y a une diarrhée, on peut mettre des grosses doses de probiotiques, 10 milliards ou plus, hein, 20 milliards, 30 milliards, etc. Par contre, quand on a des ballonnements, il ne faut pas chercher à mettre des doses de cheval de probiotiques, il faut chercher la bonne souche et pas forcément en mettre beaucoup. Ça, c'est super important pour pas que ça D'accord. fasse plus de mal que de bien. Mais Ensuite, là, les filles, c'est super technique, il faut accompagner pour oui, ça. oui, mais c'est pour ça que les probiotiques, il ne faut pas prendre au hasard. Il ne faut pas dire j'achète un probiotique au pif. C'est pas parce que c'est marqué probiotique dessus que ça va forcément vous réussir. Ça, il faut faire super attention. Ensuite, les prébiotiques, là aussi, il faut faire attention parce que beaucoup de prébiotiques sont des FODMAP. Voilà. Voilà. L'inuline, par exemple, c'est un méga FODMAP. Ça fermente à bloc. Vous pouvez, avec des produits symbiotiques, vous avez les probiotiques et les probiotiques et probiotiques, ou même que le prébiotique, l'inuline, avoir le ventre mais ça va vous tordre en deux, ça va vous faire hyper mal, parce que ça, c'est un FODMAP plus, plus, plus. Alors Donc la maintenant, réponse, elle est pas vraiment. pas vraiment. Après, il existe quand même il y a un, il y a un prébiotique qui sort un peu du lot, c'est la fibre d'acacia. La fibre d'acacia, c'est un prébiotique. Alors, juste pour rappel, pour celles qui ne connaîtraient pas la différence, un probiotique, c'est un micro-organisme. La plupart du temps, c'est des bactéries. Rarement, c'est des champignons. La plupart du temps, c'est des bactéries. Et
pour renforcer la flore ou améliorer la santé de l'hôte, hein, vous. Et un prébiotique, c'est quelque chose qui donne à manger à la flore, donc qui stimule sa croissance. Et dans le passé, la plupart des produits qui contenaient des prébiotiques avaient de l'inuline de chicorée, qui est Un un, super FODMAP. un super FODMAP, c'est un oligo, enfin c'est une chaîne de sucre à fermentation très rapide. Donc, donc ça va pas être génial. Donc moi, généralement, je suis pas trop fan des prébiotiques, hormis les produits qui contiennent quand même de la fibre d'acacia, que ce soit comme excipient ou que vraiment comme principe actif. Par contre, les prébiotiques, généralement, je suis pas très fan. Par contre, les probiotiques, faites vraiment attention à celui que vous prenez. Euh, euh, Tous n'ont pas le même effet. Il y a une grosse D'accord. différence entre les probiotiques pour la diarrhée, pour la constipation, pour Mais les c'est trop douleurs. technique. Là, C'est honnêtement, ouais, là, les c'est filles, quand on a différent. ce genre de problématique, donc moi, je pars du principe que quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas de résultat avec un régime sans FODMAP, c'est qu'elle a déjà mis en place un régime anti-inflammatoire, suivi de façon rigoureuse, parce que des écarts tous les 3-4 jours, ça s'appelle une alimentation normale, hein. Donc, à partir du moment où tu as vraiment une alimentation anti-inflammatoire, je suis navrée, ça peut paraître triste, mais strict. Là, on va attaquer effectivement les FODMAP s'il y a encore des douleurs digestives qui restent. Mm. Et si les douleurs digestives ne passent pas, là, franchement, le mieux, c'est de consulter parce que tu as entendu, perso, j'ai pas tout compris, hein. Donc, Et en moi, fait, là, il y a je aussi vais pas une m'envoyer dans raison, le mur en c'est que faisant la des plupart cocktails du de temps, prébiotiques sans efficacité, ça va te coûter cher, ça va pas fonctionner, ça n'aura pas d'efficacité. Donc, personnellement, j'arrêterai. Maintenant, oui, après, il faut quand même penser que si un probiotique ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'un autre, ça va être pas, elle et un son autre pourra spécialiste. marcher. C'est quand même Oui, très, très oui. spécifique. Mais c'est Voilà. pour ça que là, Et, honnêtement, on est quand même sur un groupe de vulgarisation. Je préfère que, vu la technicité et vu la fragilité de notre microbiote de par nos problèmes, si tu rentres mm, comme cette membre-là, après avoir suivi tout ça, malgré tout, il lui reste des douleurs digestives dont elle ne se débarrasse pas et qu'il a tort de douleur, franchement, va consulter quelqu'un. Avec toutes les informations que Fabien t'a données, tu vas pouvoir avoir un dialogue éclairé avec ton praticien. Mais ça, on va pas aller plus en amont sur cette question, si ce n'est que la réponse, en l'état actuel des choses, si on est dans l'autogestion, la réponse, elle est catégoriquement non. Va consulter. Parce que là, ça va ouais. être un pro, parce que tu peux te retrouver plus mal que… Consulter quelqu'un qui, à la fois, est compétent en micronutrition, en nutrithérapie et sur l'endométriose, puisque vous pouvez très bien consulter quelqu'un qui ne connaît pas bien l'endométriose, ou même pas du tout, ou quelqu'un un médecin qui connaît l'endométriose parce que Mais pas l'alimentation. mais pas l'alimentation, pas la micronutrition. Voilà. Donc, Donc, en gros, un ça, micronutritionniste pro voilà. en… Il reste Vous 3 allez voir minutes. un gastroentérologue. Vous allez voir un gastroentérologue pour ça. Eh ben, vous risquez de sortir avec du space-fond, Avec du lactose. Brida, du space-fond des Brida, voilà, à coup sûr. Voilà. Si vous êtes constipé avec Non, du mais de toute Nurlec, façon, Fabien, elles ont bien compris que quand elles ont des problèmes, enfin, quand c'est de la gestion alimentaire, on va pas voir un généraliste. Le généraliste, même ton gastro, il fait tes bilans sanguins. Voilà, on ne le laisse pas s'occuper de notre assiette. Il s'occupe déjà assez de nos vies comme ça. Vaut mieux aller voir diète, nutri, micronutri, naturopathe, médecin traditionnel chinois, médecin ayurvédique. Là, je mets dans, on va dire, l'aspect holistique santé, qui sont les diètes nutri, micronutri, et l'aspect holistique, bien-être et confort et amélioration du quotidien dans l'accompagnement, parce que ces personnes-là savent de quoi elles parlent. Les médecins, ils nous diagnostiquent. Une fois qu'on a le nom de la pathologie, ils nous ont donné ou pas un traitement. Si on voit que c'est pas en adéquation avec la mise en place de l'éthique que l'on s'est mis, on passe à autre chose. Voilà. Bah et puis, écoute, oui. attends. Alors après, on m'a demandé par rapport à… Il reste 45 secondes, donc débrouille-toi pour faire court. Par rapport à l'alimentation, quels sont les spécialistes quels spécialistes font les suivis FODMAP et pris en charge par la CPAM? 45 secondes. Alors, pris en charge par la CPM, à part un médecin, il n'y en aura pas d'autres. Alors, D'accord. vous pouvez très bien trouver un médecin qui fait de la nutrition ou de la micronutrition.
J'en ai un à Lille, j'en ai trouvé qu'un. Ouais. Par contre, vous allez payer beaucoup plus que il y avoir un dépassement d'honoraires À péter le là-haut, plafond. généralement. Voilà. Donc, en fait, vous serez remboursé sur la base d'une consultation de généraliste normale. Donc, il va y avoir un dépassement. Donc, ça ne sera pas vraiment remboursé. Les autres personnes que vous pouvez voir en nutrition, diète ou naturaux, il n'y aura pas de remboursement par la CPM. Il peut y avoir un remboursement par certaines mutuelles. C'est ça. Voilà. Après, il y a dans certains réseaux de diététiciens, il y en a qui suivent des formations spécifiques, FODMAP, etc. Vous pouvez aller voir ces personnes-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire du lien avec l'endométriose et tout. C'est bien de trouver la bonne personne par rapport à ça. Ouais, donc, Parce faut que tâtonner, vous pouvez quoi. voir quelqu'un qui est vraiment FODMAP, je prends un exemple, hein, qui fait vraiment le FODMAP bien carré, tout Tout parfaitement bien. carré, tout bien. Euh, il se peut que cette personne, si elle n'est pas sensibilisée sur certains trucs, comme l'effet des protéines laitières, comme la caséine, la lactoglobuline, qui peuvent être très, très antigéniques, très réactives dans l'intestin, avec le système immunitaire, elle va vous laisser les produits laitiers, mais elle va uniquement enlever le lactose, par exemple. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en Mhm. fait, euh, elle va vous dire, oui, mais non, les produits laitiers, c'est pas un problème parce que, en fait, les FODMAP, le FODMAP, c'est le lactose, c'est pas le reste. Ce qui est totalement vrai. Mais en fait, vous pouvez très bien ne pas tolérer les produits laitiers à cause de la caséine ou d'autres Ah, moi, protéines c'est laitières. mort. Moi, j'appelle ça Et ma kryptonite. et de toute façon, dans les produits laitiers, il y a d'autres éléments qui ne vont pas non plus pour l'endométriose, hein, que j'avais énoncé dans le bouquin. Il y a, il y a des perturbateurs endocriniens, notamment il y a beaucoup de dioxines dans les produits laitiers. Il y a des hormones, il y a des vraies hormones qui proviennent de l'animal. Il peut y avoir Bah des oui, parce hormones que c'est censé induites. nourrir un bébé, hein. Vous avez des D'ailleurs, acides j'ouvre une anecdote parce que bon, à mon travail, tout le monde sait que je suis sans produits laitiers, tout ça. Et on parlait du Nobra, rien à voir avec la merguez. Et elle me disait comme ça qu'en fait, elle s'était renseignée, une collègue à moi s'était renseignée sur le fait de ne pas porter de soutien-gorge et la taille de la poitrine des femmes. Et il s'avère que depuis une cinquantaine d'années, ou voire un peu plus, en fait, la taille moyenne de la poitrine des femmes a augmenté et ils soupçonnent, on va dire, ils ont mis en évidence, j'ai pas le terme exact parce que bon, c'est des recherches perso faites sur Google, vous voyez, en gros que ce serait dû aux hormones dans les produits laitiers. Donc je lui ai dit, je vais recommencer les produits laitiers parce qu'ils sont petits. C'était pour la blague. Enfin voilà. Donc, je pense que vous ne trouverez pas vraiment de trucs à 100% remboursés par la CPM euh, euh, pour cette prise en charge. Après, vous pouvez voir des personnes, ça vous coûtera toujours quelque chose. La santé, ça a un coût, donc il y aura toujours quelque chose à payer, si vous voulez. Bah là, c'est ce que oui, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Puis j'ai perdu la question. Je Qu'est-ce qu'on me confirme. disait? Euh, voilà. Moi, je tiens pas vraiment de discours anti-produits laitiers, mais c'est pas moi qui vais vous les conseiller. Moi, j'en mange plus depuis très longtemps. Ça me réussit vraiment, vraiment pas. Et en plus, d'aucune espèce. Moi, il y aura vraiment aucune espèce de Pareil. ruminant qui me boit. Chef brebis, ça me fait quasi pareil. Donc, j'ai tout viré depuis très longtemps. Pareil. Euh, Ah, puis c'est donc, l'exorcisme, hein, tu le sens tout de suite. Hein, tu as l'impression d'être possédé, quoi. donc Enfin, tout de suite, au bout de 3 jours, c'est parce pas que moi sinon, c'est qui pas vais, drôle. c'est pas moi qui vais, comment dire, vous dire, il faut quand même des produits laitiers pour le calcium. C'est un peu un mythe. On peut avoir du calcium par d'autres aliments. Il y a plein de Ça aussi, peuples on sur la avait planète parlé dans un live. sans problème. Les gens qui mangent le plus de produits laitiers, c'est les gens qui ont plus de problèmes avec l'ostéoporose. Donc, c'est Ouais. les produits laitiers, le calcium, les os, c'est un mythe. C'est monté de toutes pièces par l'industrie laitière. Voilà. Je ne dis pas que on Ouais. peut. Si les gens qui en Occident ont de l'ostéoporose, c'est multifactoriel. C'est pas. Bien sûr, on trouvera des gens qui n'ont pas mangé beaucoup de produits laitiers ou qui n'ont pas mangé de produits laitiers du tout, qui auront de l'ostéoporose. Mais ce n'est pas forcément à cause de ça. C'est parce qu'ils sont déficitaires en vitamine D, euh, parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'il manque de certains autres minéraux, etc. C'est vraiment multifactoriel. Donc, Alors là, n'ayez j'ai pas des peur. commentaires autour des moyens financiers, en fait, euh, ça compense largement les soins alternatifs efficaces, effectivement.
Je suis d'accord, assez d'accord. Tout à l'heure, on me faisait remarquer que quand on a de petits revenus, c'est un peu compliqué. Ce qui est complètement vrai, on va pas se le cacher. Au-delà de l'alimentation, où là, les filles qui me disent que manger anti-inflammatoire, c'est plus cher, je vous dis, arrêtez d'acheter des produits tout faits, vous verrez, ça coûtera beaucoup moins cher. Moi, j'ai refait ma cuisine quand même, je veux dire, avec l'argent que j'ai gagné. Bon, je l'ai pas fait dans la semaine, on est d'accord, ça m'a pris 4 ans. Mais on gagne de l'argent, en fait. Quand on cuisine soi-même, même des produits bio, machin et trucs, ça coûte rien. Donc, enfin, rien. C'est vraiment des aliments spéciaux. Celles qui trouvent que c'est cher, c'est parce qu'elles achètent en effet des produits tout prêts dans les oui, magasins des bio gâteaux, des trucs comme ou ça. Et là, certains aliments euh, un peu, un peu exceptionnels, euh, des farines super rares, des trucs comme ça, ou ouais, des produits déjà préparés qui sont super chers, mais des trucs basiques, franchement, ça coûte pas cher. bah, les Dans fruits et des les trucs légumes, ça coûte rien, en fait. C'est les produits alors, tu animaux vois, qui vont vous coûter cher, par contre. voilà. Ça, oui. Moi, ce que j'ai mangé ce soir, bon, j'ai mangé à l'arrache un peu avant le live. J'ai mangé du concombre, un demi-avocat, même si je mange rarement d'avocat le soir, mais là j'ai mangé ça ce soir, avec une banane plantain. Une banane plantain, ça coûte 30-40 centimes. Voilà, C'est c'est ça. pas un truc que je me suis pas ruiné, quoi. Bon, l'avocat, c'est cher, ça c'est vrai. Mais par exemple, ça m'a pas coûté grand-chose. Si vous, OK. En fait, c'est vraiment quand vous achetez des trucs, des biscuits sans gluten tout prêts, des machins comme ça vous vous ruinez. Pour la santé, ça vaut rien. C'est Si pour vous ça, en achetez des fait, qu'on a basiques, créé ce groupe et qu'on insiste beaucoup sur le fait maison. C'est pas qu'on est des folles dingues du fait maison, c'est que moi, personnellement, mon argent, il est mieux quand il me sert à manger. Donc, j'optimise. Aujourd'hui, j'en suis à un point où je fais mes soins maison, je fais ma crème pour le corps parce que le beurre de cacao, ça coûte rien. Ok, c'est pas local et tout, mais franchement, désolé. Ben, on peut pas être parfait. Et franchement, je le vis très bien. Donc, je m'achète mon beurre de cacao, je me fais ma petite crème avec du gel de lin ou de l'aloe vera. Je sais, ça aussi, c'est pas local, mais très franchement, l'atoderme, plein de parabènes, de phtalate et de bisphénol, c'est encore pire. Eh bien, dans un petit bocal en verre, franchement, je suis refaite. J'ai jamais eu une peau aussi belle. Je sens super bon. Je suis à croquer. Voilà. Et ça me va très bien. Et tout ça fait que derrière, ben, j'ai tout mon budget dans l'alimentation. Et effectivement, petit budget, bah, tu vas avoir des choix à faire au niveau des soins alternatifs. C'est pour ça que j'insiste sur la conscientisation. Vraiment être consciente de la douleur. C'est un travail laborieux et pénible, d'autant qu'on prend cher pendant cette période. Intérioriser la douleur, la comprendre, savoir la localiser, savoir l'identifier, savoir la nommer, savoir la qualifier. Et une fois que tout ça c'est fait, on sait, une fois que par rapport à son journal alimentaire, la douleur inflammatoire, là on le sent, inflammatoire ou digestif, c'est direct, on sent la différence. Crampe ou contraction, ça aussi vous savez faire la différence. Et tout ça, les crampes en général, c'est digestif et les contractions, bah, elles sont utérines. Hein. Donc tout ça, une fois que vous avez tout ça, vous saurez faire le lien entre il y a 3 jours j'ai mangé, j'ai fait un petit écart parce que j'ai le droit de me faire plaisir, et le truc du FODMAP ou pas FODMAP ou autre chose. Et enfin, je rappelle, le régime anti-inflammatoire de base le plus simple, c'est sans produits laitiers, sans gluten et sans nos intolérances perso. Autrement dit, on te dit que les œufs riches en oméga 3, bleu blanc cœur ou bio ou qui sortent directement du derrière de la poule de la grand-mère qui le nourrit dans le village, c'est anti-inflammatoire. Sauf que si toi, tu es intolérant aux œufs, tu es reparti pour un tour. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Après, il y a des tests alimentaires qui peuvent exister, mais très franchement, commencez déjà par votre journal alimentaire, vous allez gagner 150 €. Honnêtement, commencez par ça. Prenez le temps des lives, prenez des notes. Je suis en train de réfléchir à vous faire des petits quiz et tout, histoire qu'on ne perde pas trop d'informations en ligne et que ça devienne fun et que voilà, ce soit pas, on va dire, ascendant, mais qu'il y ait vraiment un échange un peu plus bidirectionnel. Et soyez vraiment consciente soyez vraiment consciente de tout ça et de tout ce que ça peut vous apporter. Mais commencez par pitié, journal alimentaire, régime anti-inflammatoire. Suivez nos recettes. On n'a pas la prétention d'être parfaite. Les recettes, elles sont faites par des femmes aussi malades que vous. Donc, ça va pas être du Cyril Lignac. Ça va pas être le truc super compliqué. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais il y a des fois, c'est d'une simplicité. Là, c'est l'été. Des salades pour celles qui les tolèrent. Quand vous avez des troubles digestifs, par exemple, ça doit être sans FODMAP. En général, les salades, si vous avez du mal avec le cru, ça va pas le faire. Trouvez d'autres astuces, d'autres alternatives. Trouvez votre équilibre. Ça demande vraiment le temps d'apprendre à se connaître. Le temps d'apprendre à se connaître, de connaître son corps, de connaître ses aspirations, étudiez-vous, quoi. Vous êtes votre premier médecin.
Si vous n'avez pas cette conscience-là, à votre médecin, à votre naturopathe, à votre diététicien, vous ne saurez pas quoi lui dire. Et les informations que vous donnerez ne le guideront pas. Soyez vraiment consciente de ça. Faites ça et vous allez gagner entre 150 et 200 € de consultations diverses et variées. Après, vous pourrez investir en fonction de la localisation de votre douleur et des efforts que vous aurez mis en place, plus vers les uns ou vers les autres. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est le temps, la patience. Et honnêtement, on prend cher depuis 10, 15, 20 ans. Vous croyez vraiment qu'on est à un an près d'auto-étude de soi-même, sincèrement. Sincèrement. Il y a un truc très important aussi par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire, c'est que l'endométriose elle-même, elle est comment dire, augmentée par 2 engrais, on peut dire, même 3 engrais, on va dire. Les 3 engrais, c'est les œstrogènes en excès ou les perturbateurs endocriniens. Et les 2 autres engrais, c'est l'oxydation et l'inflammation. Si vous réduisez l'oxydation et l'inflammation, ce qui arrive avec l'alimentation anti-inflammatoire, vous faites régresser les lésions d'endométriose. Moi, j'en ai plus. J'ai eu plein de témoignages dans ce sens-là. Où, en tout cas à l'IRM, ouais, moi, il n'y a plus rien à l'IRM. Diminuer, voire régresser, voire disparaître. Moi, et ça, pourquoi? Parce que quand il y a moins de cytokines inflammatoires, moins de prostaglandines inflammatoires, moins de stress oxydatif, les lésions régressent. C'est pour ça que c'est important. Et j'ai vu une fois un message passer sur le groupe. Est-ce que le régime anti-inflammatoire est nécessaire quand on n'a pas de douleur? Parce qu'il y a quelques rares personnes qui n'ont pas de douleur. C'est vrai. Oui, c'est important, puisque l'inflammation est une sorte d'engrais qui fait pousser l'endo. Voilà. C'est ça. Du coup, c'est hyper important d'avoir ça comme objectif, réduire l'inflammation. Ok, bah écoute. Et donc, c'est sur cette bonne parole qu'on va finir. Je suis désolée, je fais ça avec beaucoup de tact. Mais là, j'aimerais bien, comme ça, je pourrais enlever quelques minutes en début, puisque le début, en général, c'est un peu tout caca. En tout cas, voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je coupe sauvagement notre ami Fabien, qui est intarissable sur le sujet, la douleur, l'alimentation, l'inflammation. On dirait que c'est son utérus, en fait, en vrai. Mais je te remercie encore pour le temps que tu je te remercie encore pour tous tes conseils, tes recommandations et surtout pour cette recherche finalement que tu fais, histoire de dire que les femmes qui mangent comme nous sont pas complètement timbrées. Et sur ces bonnes paroles, les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis, et les messieurs, parce qu'il y a quand même des gars qui nous suivent. Je sais, j'ai tendance à vous oublier. Il y a des gars qui nous suivent aussi. Donc, merci à tous et toutes et tous, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, pour nous suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Le live est disponible en replay. Il sera disponible sur YouTube. Je remercie encore les filles qui vont faire la transcription. Vous avez vu, on a fait 1 minute 13 pour celles qui voudront aider l'équipe de personnes qui font les retranscriptions pour rendre ce contenu accessible aux malentendants. Et je vous bise. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.